24 TV. Toko toujours quand des alaka. Etika ba chaîne nyonso na défaut. Bonjour chers amis internautes, merci partout. Vous êtes News 24, une chaîne qui était mise en Australie, dans la ville de Melbourne, au Isamulobelabino, Denis Kayenge. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Guy, qui est toujours un habitué sur le plateau. On devait arranger certaines choses pour que les émissions reprennent ici à Melbourne. Nous sommes les number 1, les numéro 1. Cette émission est dédiée à Ariel et Souria. Alors, nous continuons, nous commençons notre émission et nous avons reçu, comme nous avons dit, Maître Guy. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Bonjour Maître Guy. Bonjour Denis. Mais ça fait quand même longtemps, on ne s'est pas vu. Et qu'est-ce qui se passe entre-temps? Ouais, ça fait longtemps. Bon, tu sais, quand on n'a pas reçu l'invitation, on ne sait pas venir se présenter. Mais aujourd'hui, tu as pensé à nous, voilà pourquoi on est là. Bon, voilà, on devait faire certains ajustements afin que notre plateau puisse être digne de la ville la plus vivable de l'Australie, qui est la ville de Melbourne. On a vu la sortie, on parle de la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est dominé d'abord, chers amis internautes, on parlera de la guerre de l'Est qui domine toujours la coalition, les entretiens organisés par le prélat catholique et l'église protestante. Il y a aussi certains accords signés et il y a aussi Nanga toujours dans cette guerre. Il y a aussi le chef d'État qui a dit qu'il ne va pas négocier et nous allons parler de tout ça et savoir comment la République démocratique du Congo pourrait sortir de cette impasse qui a commencé il y a plus de 30 ans et comment on peut définitivement sortir de cela et voir si Félix Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement sont capables de nous faire sortir de là, et la responsabilité bien sûr du peuple congolais. Mais en commençant, nous commençons par la sortie de Jean-Marc Kaboun. Comment vous avez trouvé la sortie de Jean-Marc Kaboun? Parce que beaucoup de gens se sont plaints, pourquoi il n'y a pas eu ceci ou cela, mais du moins il est sorti. Comment vous trouvez? C'est pas un acte de décryptation de la situation politique au Congo? Bon, en tout cas, encore une fois de plus, je voudrais vous remercier pour l'opportunité et profiter aussi pour saluer nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, pour revenir à ta question concernant la sortie de Jean-Marc Kaboun, tu sais, lorsqu'on parle de décrispation politique, le gouvernement en place doit réellement savoir d'abord pourquoi eux-mêmes ils pensent décrisper la situation. La situation à l'heure actuelle s'avère être très compliquée pour notre pays et je dirais même que pour le moment là, nous nous retrouvons dans une situation d'impasse totale. Alors, nous devons faire un effort pour éviter des solutions à demi-mot. Parler de la décrispation politique n'a rien à voir avec un individu, sinon un intérêt caché derrière cet individu. Parce que la plus grande question, quand je regardais la manière dont Jean-Marc Kaboun est sorti, même la procédure, ça on ne sait même pas entrer, je me pose la question, pourquoi d'abord on l'avait arrêté? Pourquoi d'abord on l'avait arrêté? Si ce n'est pour des faits politiques. Bon, maintenant vous sortez un seul individu, Jean-Marc Kaboun, bon oui, parce que à mon avis, il était arrêté de manière injuste. Bon, vous voulez reprocher de quelque chose. Non, mais on l'a reproché de quelque chose. Est-ce que ce que Jean-Marc Kaboun avait dit, ça ne s'est pas justifié les jours après? Mais je ne veux même pas qu'on entre dans des procédures juridiques, tout et tout, parce que tout était biaisé. Mais ce qu'il avait dit, est-ce que c'était faux? Aujourd'hui, le commun des mortels au Congo ne sait pas ce qui se passe. La mégestion, tout ce qui se passe au Congo ne sait pas. Lui n'a fait que dire la vérité. Et je crois que par moment, en lieu et place d'arrêter, le pouvoir peut aussi se servir de certaines critiques pour voir comment réajuster le tir. Maintenant, on parle de décrispation politique. Est-ce que, lorsqu'on regarde pendant le temps ici que Félix a fait, est-ce que Kaboun est le seul opposant qui se retrouve en prison? Si je vous posais la question de savoir pourquoi, par exemple, Mac Moukebaï est en train de croupir en prison, vous allez dire quoi? Est-ce qu'il mérite vraiment de rester en prison? Pour avoir fait quoi? L'acte posé, selon vous, ça fait pas partie des décrispés? Non, pour moi, c'est un acte isolé pour deux raisons.
et de fin politique, et vous allez voir, sauf avis contraire de Jean-Marc Kabound lui-même, mais sinon dans les jours qui viennent, parce que déjà on parle de gouvernement d'union nationale, tout et tout, le pouvoir se retrouve être asphyxié. Maintenant il faut trouver des solutions, mais même s'il faut trouver des solutions, ce qui est du reste une bonne chose, parce que c'est ce que nous voulons, des solutions pouvant permettre à notre pays d'aller de l'avant, mais alors il faut les trouver de manière générale. Okay, lorsqu'on parle de décrisper la situation, donc décrisper la situation. Comme vous l'avez si bien dit, on pourra voir la suite qui va suivre. Mais maintenant, nous sommes tous préoccupés par la guerre qui a pris des ampleurs. Nous savons que Bunangad est déjà pris il y a longtemps, mais il y a maintenant Goma, Bukavu et tout ce qui se passe. On ne va pas reprendre ce que nous avons déjà dit, mais du moins, quelle est votre lecture de cette guerre d'une façon générale? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a poussé cela, encore une fois, les avancées et tout le reste? Vous pensez que c'est dû à quoi que nous avons cette agression? À mon avis, Denis, je crois qu'en 2019, en 2020, encore une fois de plus, j'avais eu la chance d'être invité par cette chaîne, la plus grande chaîne de Melbourne, qui est E-News ici. Je vous avais dit en son temps qu'il était important, voire impérieux, pour le régime qui vient de succéder au régime de Joseph Kabila, de tout faire pour commencer lentement mais sûrement à organiser notre armée. Et cette théorie-là, nous avons eu le temps de développer ça. Mais malheureusement, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas montré jusqu'à combien ils étaient sérieux à pouvoir sécuriser. Vous ramenez la faute à ceux-là qui sont au pouvoir, c'est-à-dire du côté de la République démocratique. C'est la conséquence. Et qu'est-ce que vous pensez de l'agression qui vient de Rwanda, que tout le monde décrit que c'est le Rwandais qui nous agresse? Est-ce que cette histoire d'agression, on a commencé à dire ça seulement maintenant? Comment vous trouvez quelle est la responsabilité du Rwanda? Mais encore une fois de plus, non, Denis, faisons la part des choses, mon frère. Lorsque nous parlons d'agression, il y a l'agressé et il y a l'agresseur. Si l'agresseur, par son acte d'agression, est en train de tirer des dividendes, donc en ce moment-là, il faut l'écarter lorsqu'on arrive à la solution, parce que pour l'agresseur, donc il faut agresser pour tirer des dividendes. Mais nous qui sommes des agressés, quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce que nous avons mis en place pour trouver, si pas des solutions, mais trouver des mécanismes pour nous permettre de sécuriser notre pays et notre population? Et à cet état des choses, le pouvoir de Kinshasa n'a pas travaillé à fond. Je vous donne un exemple. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Rwanda nous agresse, mais ça fait 30 ans, Denis. Oui. Nous avons accusé Kabila, nous avons fait tout ce que nous avons fait. Mais aujourd'hui, Kabila n'est pas au pouvoir. Ceux qui sont arrivés au pouvoir, on ne doit pas toujours continuer avec cette politique-là de se victimiser, de montrer du doigt. Mais dans l'entretemps, quand on regarde ce que vous êtes en train de faire, rien. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous continuons toujours à parler, 6 ans après, nous continuons toujours à parler de l'infiltration. Mais la question que je me pose, quand ce pouvoir est arrivé, quand ce régime est arrivé au pouvoir, quels ont été les mécanismes qu'ils ont mis en place? Parce qu'ils ne vont pas nous dire que c'est seulement quand ils sont entrés au pouvoir qu'ils ont su que notre armée, par exemple, était infiltrée. Mais quels sont les mécanismes qu'ils ont mis en place pour, éradiquer cette infiltration? Au cas où ça prenait, c'était vraiment, donc ça avait une grande teneur, de contrôler cette infiltration. À la rigueur, voir comment maîtriser cette infiltration. Il n'y a rien. Alors, matin, midi, soir, non, on est infiltré, mais parce qu'on est infiltré, bon, les faits sont là. Il faut qu'on trouve des solutions. Où sont les solutions? Finalement, en tant que Congolais, on est déjà agressé. Ouais, mais nous avons été toujours agressés, Denis. Mais aujourd'hui, Goma et Bukavu plutôt est assiégé, pas assiégé d'ailleurs, est occupé. Ouais. Alors, quelle doit être l'attitude de vous en tant que citoyen? Mais mon attitude, voilà, la première attitude que j'avais, je m'attendais à ce que le gouvernement de Kinshasa déclare la guerre. Non, mais et fort, mais oui, malheureusement, mais oui, mais le gouvernement nous représente. Qu'est-ce que, en tant que... Non, en tant que Congolais. Et de la diaspora, quelle devrait être votre lecture, quelle devrait être votre position? Non, ma position, c'est une position de
condamnation sans autre forme de procès. Mais la condamnation, mais oui, la condamnation ne suffit pas. Vous condamnez la guerre d'agression. Mais oui, je condamne l'agression du Rwanda. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons fait des émissions ici où nous avons dit des choses concernant le Rwanda, mais la condamnation à l'heure actuelle, Denis, ne suffit pas. Si quelqu'un vient en tant que Congolais et dit que je condamne, alors là, on est en train de rêver encore. Nous risquons de rester dans cet état d'esclavagisme pour longtemps. La condamnation ne suffit pas. La condamnation de cette fois-ci doit être suivie par des actes. Et ces actes-là, ce sont des actes qui doivent être posés clairement par le gouvernement. Oui, parce que nous sommes aussi en média de solutions, mais nous allons, pour les solutions, on viendra à la fin, mais en attendant, il y a ceux-là qui ont pris le devant. C'est-à-dire, nous avons les prélats catholiques avec Monseigneur Tcholé ou Tembi, et nous avons l'église SCC, église protestante, SCP, je crois, un truc comme ça, église protestante congolaise. Alors, ils sont dans les négociations, c'est-à-dire, ils sont dans les consultations. Comment vous trouvez cette attitude? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'aval du chef de l'État est à demi-mot. Vous, personnellement, en tant que diaspora congolaise, comment vous trouvez cela? Est-ce que ça fait partie des solutions? Ou nous allons vers la solution, ou nous allons plus vers une autre crise? Mais, mon cher Denis, mais tu vois, tout à l'heure, là, quand tu as parlé de la décrispation, je t'ai parlé des solutions à demi-mots. Voilà, maintenant, je crois qu'on parle le même langage. Toujours des demi-mots. C'est-à-dire que... Ça, ce sont les prélats. Oui. La démarche des prélats, comment vous trouvez la démarche des prélats et l'église protestante? Non, vous savez, Denis, la démarche de prélats, avant de m'élargir en long devant votre question, est salutaire pour moi. Mais... cette démarche-là ne suffit pas. Il faut que ça soit accompagné. Accompagné par le pouvoir en place, accompagné par la population, pour des raisons que je vais invoquer ici. Vous êtes sans oublier que les prélats catholiques sont allés voir le président. Ils ont parlé avec le président. Et je suis sûr qu'ils avaient présenté au président les intentions qu'ils avaient afin d'aboutir à ce qu'eux appellent pacte social pour la paix. Quand ils sont sortis à la résidence du président, ils sont passés à l'interview. Et par après, le gouvernement est venu réagir avec des demi-mots justement. Mais par la suite, vous allez voir qu'à l'heure actuelle, les prélats catholiques sont l'unique groupe qui a rencontré plus ou moins tous les acteurs, y compris certains pays de la sous-région. Et ils ont promis de remettre le rapport là au président de la République. Sûrement, ils vont essayer de l'encourager, de pouvoir le conseiller à aller sur cette voie-là. La raison pour laquelle je suis en train de dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une voie qui est salutaire à mon avis, parce que nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes agressés. Normalement, en matière, dans les relations internationales, lorsqu'un pays parle déjà d'une agression et que cette agression-là, rébellion ou pas, est soutenue par un autre État, mais la suite qui vient là-bas, c'est la déclaration de guerre. Parce que nous avons le droit. En ce moment, nous entrons dans ce qu'on appelle le droit de la défense. Nous avons le droit de nous défendre. Le Congo ne fait pas ça. Vous avez vu Goma est tombé, Bukavu est tombé. Vous avez vu les limites de notre armée qui s'échelonne pratiquement dans tous les aspects, entre autres la motivation des militaires, l'armement, donc bref, l'équipement. Alors, nous avons tout ce problème-là. Donc, à l'heure actuelle aujourd'hui, quand vous regardez même les vidéos qui se passaient dans les réseaux sociaux, vous regardez même l'attitude de Kinshasa, pas le trichement de notre ministère de la Défense, donc vous sentez que nous avons un problème. Donc, cela veut dire aussi que sur le plan militaire, se battre devient de plus en plus difficile pour nous. Bon, regardez depuis que ces deux grandes villes sont tombées. Quel est le plan de Kinshasa? Nous n'allons pas rester comme ça. Bunagana, on disait seulement que non, on va aller, mais finalement, Bunagana vient de totaliser pratiquement 1 année et demie ou bien 2 ans. Goma, Bukavu sont tombés. Quel est le plan de Kinshasa jusque-là? Nous ne connaissons pas. Bon, alors, mais parce que... Non, attendez que je termine. Parce que tu parles maintenant de quoi ça? Quelles sont les alternatives? Alors, si nous ne savons pas nous battre, le gouvernement, le régime a difficile à déclarer l'état de guerre. Donc, la guerre. Donc, on ne saura pas se battre. Parce que nous ne battons pas.
On commence par bon, de l'autre côté, mais justement, voilà pourquoi pour moi, la démarche des prélats s'avère être salutaire pour moi. Pourquoi? Je situe cette démarche-là à deux volets. Dans un premier temps, ça permettrait aux Congolais de l'interne. Par l'interne, je parle du gouvernement, société civile, opposition, pratiquement tout le monde, de nous réunir pour parler un seul langage. Parce que vous êtes sans oublier, Denis, le pouvoir de Kinshasa ici, les 6 ans qu'ils ont passés, ils ont amené beaucoup de cassures sociales. Et ça devient de plus en plus difficile. Ce sont des données que nous devons tenir compte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça nous permet, je ne parle même pas, je ne vais pas dans le sens du gouvernement de l'Union nationale, tout et tout, mais déjà le fait de parler un même langage, c'est déjà une force. Ça, c'est un. De l'autre côté, au niveau de la région, ça peut nous amener, avec la même démarche, là, s'ils peuvent continuer, de pouvoir parler avec nos voisins et puis de voir comment ceux qui soutenaient Nanga, qu'ils arrêtent, et on peut arrêter l'hémorragie, le temps justement de voir comment continuer avec les négociations jusqu'à ce que nous allons parler avec, le peuple de Kinshasa va parler avec Nanga et puis voir comment trouver un terrain d'entente. Et le plus grand intérêt dans tout ça, c'est de voir tant soit peu comment arrêter les morts. Parce que les morts, les gens qui sont en train de tomber là-bas, sont des morts de trop. Là, vous êtes d'accord avec une V4 que la guerre, déclarer la guerre n'était pas une solution parce qu'il y aura des morts. Non, déclarer la guerre, c'était la meilleure des solutions en tant qu'un État. Non, en tant qu'un État souverain. Et les morts? Parce que, mais Denis, les morts, lorsqu'il y a agression... Justement, quand le pays arrange. Mais en droit... le gouvernement congolais s'arrange pour éviter plus Denis, de morts, en droit international... négocier. En droit international, la guerre fait partie des moyens, des moyens de défense d'un État. Soyons clairs, vous votez pour la négociation, le pourparler. Mais faute de faiblesse, nous ne savons pas déclarer la guerre. Disons ceci, Maître Guy. Est-ce que vous optez, si c'était vous avez la capacité, c'est la guerre ou plutôt... Non, capacité à quel niveau faut situer? Se battre. Si j'avais la capacité... Là, vous ne négociez pas. Non, on ne peut pas négocier avec des rebelles, on ne peut pas négocier avec un pays qui a commencé à nous agresser. Ça fait 30 ans. Okay. Voilà pourquoi, en 2019-2020, nous étions en train de dire qu'il faut que notre gouvernement prenne au sérieux la défense de notre pays. Ok, là maintenant, ça nous entrons dans notre volet. Et aujourd'hui, nous avons un problème parce qu'on a commencé par les consultations des évêques et de l'église protestante. Mais déjà, il y a un son de cloche. Les hommes du chef de l'État, les conseillers du chef de l'État, évidemment, avec son accord, ils ont décidé de ne pas négocier avec M23, de ne pas négocier avec AFC et tout. Ils disent que tout ça, c'est la parole du Rwanda. Et à quoi ça sert finalement la démarche des prêtres? Non, mais regarde, vous n'avez que... Quand vous regardez le contour politique national et international à l'heure actuelle, le gouvernement est resté pratiquement isolé quant à leur position. Parce que, regardez les pays, donc à l'interne, tous les opposants prennent pour les prélats, négociation. Les opposants, ils veulent la négociation avec des conditions. Bon, ça, on y reviendra. Vous regardez les pays de la région, négociation. Vous regardez les organisations régionales, négociation. Vous allez à l'Union européenne, négociation. Vous allez à l'ONU, négociation. Bon, vous allez garder une position qui est la vôtre, mais dans l'entretemps, vous n'avez pas les moyens pour faire la guerre. Ah, voilà. La position est celle-ci. C'est depuis, je crois, depuis hier, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler à nos internautes, comme je dis, c'est le 28 ans, c'est le 28 février 2025. C'est hier 27 qu'ils ont publié cela. Ils ont dit les conditions ne permettent pas aux Congolais de négocier avec les M23 et autres. C'est-à-dire, parmi les conditions, on ne va pas les écouter, je pense que c'était 6. Il y a par exemple, nous sommes souverains, on ne peut pas négocier avec les rebelles. Et puis, en plus, nous savons que derrière les M23, c'est le Rwanda. Il vaut mieux négocier avec le Rwanda en face, parce que c'est lui l'agresseur. On ne considère plus M23 comme agresseur. Et puis, ainsi de suite. Il y a les tueries, les gens, les assassins, on ne négocie pas avec eux. Maintenant, on s'est dit,
Les prélats continuent à faire comme vous le soutenez, vous, en fait, la diaspora soutient les pourparlers avec les rebelles, avec tout le monde évidemment, avec les opposants, certains qui sont dehors. Qu'est-ce que de tout ça, qu'est-ce que vous pensez pourrait aboutir? Denis, on ne gère pas un pays avec des filles. On ne gère pas un pays avec des théories, permettez, passez-moi l'expression, avec des théories enfantines. Vous voyez? Il y a que, ici, là, il n'y a que deux choses. Nous ne voulons pas négocier, je suis d'accord, on se bat. Nous sommes faibles, nous ne savons pas nous battre parce que nous n'avons pas préparé notre armée, ce qui est vrai. Alors, nous faisons comment? Non, vous ne pensez pas que derrière... Nous faisons comment? Vous ne savez pas derrière cette position congolaise, quand je parle congolaise, du gouvernement congolais, c'est cache aussi une certaine force. Mais quelle est la... Mais... Voilà, attends. La force, c'est... Je pense que vous avez entendu les sanctions. On a sanctionné, on a commencé par les individuels, Kabarebe, on a sanctionné l'autre là, M23. Évidemment, quand on sanctionne Kabarebe, qui est lui déjà le commandant de tout ça, qui est la partie rwandaise, et c'est pas allé jusque-là, on a condamné, et aujourd'hui, ce qui est capital, le United Kingdom, donc le Royaume-Uni, le Royaume britannique a décidé de suspendre les fentes, ce qui donne au Rwanda. L'argent, Rwanda, la poche commence à être vide. C'est pour la première fois que des partenaires rwandais décident de ne plus financer le Rwanda. Vous ne trouvez pas que quelque part il y aura asphyxie? Mon frère, tu vois, la situation du Congo a fait 30 ans. On doit éviter de continuer à... On doit éviter de continuer. Oui, mais moi je vous rappelle que... Hier, j'en vois plein de choses. Hier, il n'y avait pas cette diplomatie que nous pouvons appeler aujourd'hui. La diplomatie d'aujourd'hui, moi je pense que ça nous a donné les résultats. Non. Tout le monde condamne. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les Nations Unies, ces pays, ils sont à Kinshasa. Denis, regarde. Moi, je continue à demander aux compatriotes, même au gouvernement ici, d'arrêter de continuer à rêver. Ok? Vous voyez, au niveau de la communauté internationale, hein, il y a des attitudes, il y a des décisions, bien sûr, oui, mais il y a des attitudes qui accompagnent ce genre de décisions. Vous comprenez? Lorsque nous étions, le Congo, plusieurs fois est allé au Conseil de sécurité. Il y a eu des résolutions qui devaient être votées pour condamner le Rwanda parce qu'on estime que des décisions qui viennent au niveau, par exemple, de l'ONU, Conseil de sécurité, ça a quand même une portée très grande et souvent on prend ça avec beaucoup de sérieux. Je vous informe, et comme je ne vous informe même pas, d'ailleurs, tu sais, on a eu même pas un seul partenaire qui nous a accompagnés sur cette voie-là. Aujourd'hui, vous parlez de l'Union européenne. Pas plus tard qu'hier soir, Luxembourg déjà disait que non, voilà, on vient de suspendre, mais on ne peut pas aller à un niveau de sévérité. Il faut donner d'abord au Rwanda la possibilité de voir comment revenir à la raison. Maintenant, la question, cette possibilité-là va prendre combien de temps? Mais dans l'entretemps, chez nous, parce que vous devez savoir que tout ce conflit ici, devant tout ce conflit ici, le plus grand perdant, c'est nous. Mais nous perdons. Mais donnez-moi le temps de... Non, Denis, nous avons fait 6 ans. Donc, la conséquence de cette diplomatie, de la soi-disant diplomatie agissante ici, c'est les morts qu'on est en train de déplorer. C'est des territoires qui sont partis. Cela, on ne doit pas se leurrer la face. Cela démontre seulement que notre diplomatie est faible. Vous n'avez qu'à regarder au niveau de la région. Nous avons 9 voisins, le 2 nous agressent, le Rwanda et l'Ouganda. Au moment où nous parlons, nos territoires, qui sont plus grands que ces deux pays-là, sont occupés par les rebelles. Avez-vous entendu le Congo-Brazza faire une déclaration de condamnation? Nous sommes allés en Angola. L'Angola a pratiquement lavé les mains. Donc cela démontre que nous sommes seuls. Pourquoi nous sommes seuls? Comment un État peut être seul devant un conflit comme ça où il perd ses concitoyens, mais entre-temps, sur le plan diplomatique, on dit qu'on est fort. On est fort sur base de quoi? On est fort sur base de quoi, mon cher? Nous ne sommes pas forts. Et quand vous regardez même la résolution de l'Union européenne, là, ça, ce sont les parlementaires.
Mais l'exécution, la mise en place de ces sanctions-là, ce n'est pas ces parlementaires-là. Lisez la configuration de l'Union européenne. Là, ce sont maintenant les chefs de gouvernement. Et quand je vous parle de Luxembourg ici, il fait partie. Ce sont les chefs maintenant qui viennent de gouvernement, qui viennent maintenant décider de comment est-ce que ça va se passer. Mais dans l'entretemps, nous perdons. Qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui disent que les Congolais, dans tout le régime, n'ont pas pu comprendre qu'il fallait plus développer les pays, les infrastructures, pour enfin éviter ces gens. Ça pourrait aussi éviter ce genre de guerre. Mais la sécurité fait partie du développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc vous êtes contre. Quand on parle de... Mais oui, Denis. Bon, non, c'est-à-dire que ça c'est tourné en rond. Quand on parle de la sécurité est d'abord militaire. Mais hormis la sécurité judiciaire, il y en a la sécurité sociale, il y en a, si vous n'avez pas, vous avez toujours entendu, même quand on parle de l'économie par exemple, on parle du cadre macroéconomique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Donc c'est l'ensemble de toutes ces histoires-là. Il n'y a donc, pas un investissement. N'a rien à voir. Non, le développement sans sécurité, ça c'est un rêve. Il faut oublier. Nous n'avons pas appris ça à l'école. Dans tous les secteurs. Attendez, Denis. Tendons vers la fin de notre émission. Bon, malheureusement. Je dois respecter le temps. Il y a une question qui va suivre. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à qui on a attribué une sortie dans une tribune d'une chaîne, d'une newspaper, d'une revue sud-africaine? Bon, vous pensez de cette attitude-là? Pour moi, je pense que... En tant que juriste, il avait le droit de réserve. Non, il avait le droit de réserve selon qu'il veut exercer son droit de réserve à lui. Il avait le droit de parler parce que c'est un Congolais. Il a parlé, et dans ce qu'il a parlé, mais cette histoire de juger des gens par des attitudes, là, moi je ne comprends pas ça. Si on doit juger les gens par les attitudes, donc les premières personnes qu'on doit juger... des attitudes, on parle de ce qu'il dit. Oui, dans ce qu'il dit là-bas, il y a des aspects. Non, il y a des aspects. Mais oui, quand je regarde par exemple tous les aspects qu'il a relevés concernant contre le pouvoir en place ici, il n'a pas tort. On doit être correct. Quand il parle du tribalisme, est-ce que nous n'avons-nous pas parlé du tribalisme ici? Quand il parle de la mégestion, n'avons-nous pas parlé de la mégestion? Alors, vous voulez quoi? Mais maintenant, quand il parle même, que le pouvoir en place a voulu briser le pacte social, tout et tout, mais il n'a pas tort. Ça sont des choses que nous avions déjà dit. On était en train d'interpeller le gouvernement. Mais de l'autre côté, là où je regrettais, je termine, pardon, de l'autre côté, là où je regrettais, il aurait pu quand même, dans une certaine mesure, parce qu'il est ancien président de ce pays-là, compatir, ne fût-ce qu'avec le peuple congolais. Oui, ça, c'est l'unique chose que j'ai regretté. Mais pour le reste, là, je crois que Kabila a raison. C'est lui qui est là. Qu'il a écrit. Ouais. Maintenant, on parlera de ça. Je crois qu'on vous appellera d'une autre émission parce qu'on doit parler de cette histoire de l'union sacrée. Ouais, en passant, comment vous trouvez l'union sacrée? C'est toujours l'union? C'est toujours sacré? Bon, cette histoire de l'union sacrée là, moi, en lieu et place de parler de l'union sacrée, je voudrais plutôt interpeller, si pas conseiller, le président de la République. Oui. Il doit savoir qu'il est président, il n'est pas là, il n'est pas président de groupe, il n'est pas président, si c'est comment, mais il est président de la République. Il est tenu au devoir de retenue. Et qu'il sache que l'article 96 de notre Constitution lui interdit ce genre de rencontres. Il peut le faire en privé, ça peut passer, mais pas de manière officielle comme ça. Pas de manière officielle. Bon, pour finir, quelle est la solution selon vous? Qu'est-ce que vous préconisez comme solution si vous étiez en étant dirigeant, leader de la République? Je crois que je conseillerais au pouvoir de négocier et de suivre la voie des prélats catholiques. Merci à Mientonote, merci d'avoir été patient avec nous. Merci à notre invité qui a été toujours à la hauteur comme d'habitude. Merci d'être patient. Partagez cette émission et nous tous nous sommes pour la République démocratique du Congo. Nous sommes contre cette agression et nous vous disons à la prochaine. Abonnez-vous nombreux à cette chaîne qui est INUS24 TV Melbourne, une chaîne qui ne vous déçoit pas. Tobengango, Mongongo, Melbourne. Merci Maître Guy d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci. D'accord.